Alors, Jacques Weinstein, bonjour. Bonjour. Tu es cofondateur avec Jacques Guigou de la revue Temps Critique et l'auteur de plusieurs ouvrages tels que Individus, révolte et terrorisme, Après la révolution du capital ou Mai 68 à Lyon. Ce soir, nous allons revenir avec toi sur une tendance soutenue par la revue depuis plus de 20 ans, à partir notamment d'une analyse du déclin du travail vivant dans la dynamique du capitalisme. Cette tendance, vous l'appelez l'inessentialisation de la force de travail. On mesure dès lors toute la controverse que cela peut provoquer dans certains milieux politiques attachés à l'idée de classe ouvrière. Bon, alors commençons par introduire la question par une contradiction. Toutes les observations font état aujourd'hui d'une progression constante du travail salarié. De plus en plus de gens travaillent. Mais dans le même temps, vous dites qu'il s'opère un processus d'inessentialisation et de déclin du travail vivant. Alors comment expliques-tu cette contradiction ? Mais déjà, il y a un problème de valeur relative. C'est-à-dire que si il a souvent été dit que la classe ouvrière mondiale était en extension, et ça fait l'objet d'un bouquin de Simon Rubac sur cette question-là, paru chez Spartacus il y a déjà au moins 30 ou 40 ans. C'est une banalité que de le dire finalement. C'est simplement pour sauver l'idée de classe ouvrière quantitativement, mais plus la classe ouvrière augmente, plus l'inessentialisation de la force de travail est grande. Parce que quand 1 million d'ouvriers supplémentaires ou de salariés travaillent, 10 ou 20 millions ou 30 millions de gens viennent s'entasser dans les bidonvilles sans travailler au sens strict du travail tel qu'on le conçoit dans l'économie, dans le marxisme, etc. Donc tout est une question relative. En Chine et en Inde, il y a de plus en plus de gens qui travaillent de façon salariée pour une masse de plus en plus de disoccupati, comme on dit en Italie. C'est-à-dire que ça ne prouve rien, ça ne prouve strictement rien. C'est-à-dire que si on prenait la population mondiale dans son ensemble, la population travaille de moins en moins. C'est-à-dire que les gens qui travaillaient avant ne travaillent plus. Donc 1 million de personnes peuvent travailler de plus de façon salariée, mais tous ceux qui travaillaient comme paysans, comme femmes paysans, ou etc., et qui quittent la campagne victime de l'exode rural en Inde et en Chine, elles quittent un travail pour ne pas en retrouver, pour la plupart. Donc ça, c'est véritablement comment dire, un repli sur une défense absolue de la classe ouvrière, mais ça ne signifie absolument pas que de plus en plus de gens travaillent. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que de plus en plus de gens travaillent, mais pas sur le même travail. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui théorisent le fait que la classe ouvrière ou les salariés seraient de plus en plus nombreux, de fait se rattachent pratiquement tous à la notion de travail productif. Or, la plupart des gens qui travaillent de plus en plus ne correspondent plus à l'ancienne définition du travail productif. Donc là aussi, il y a un loup dans le truc. C'est-à-dire qu'on nous vend de la poudre aux yeux pour maintenir absolument le fait que le travail serait productif de valeur et que le travail serait lié à une classe du travail qui elle-même aurait pour mission de délivrer le monde de l'exploitation et de la domination. Mais
ça c'est le premier groupe d'éléments pour les répondre à certains développements sur ces points-là. Mais le deuxième groupe qui nous est plus spécifique sur l'inessentialisation de la force de travail, c'est dans une autre direction, c'est-à-dire que pour nous, l'inessentialisation de la force de travail, ça ne veut pas dire la fin du travail, c'est-à-dire qu'on n'est pas opposé, on ne va pas nier le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent d'une certaine façon. Mais contrairement aux auteurs qui ont développé ça, Rifkin, Dominique Méda, etc., il n'est pas question de fin du travail, mais déjà de fin d'un certain travail et surtout d'inessentialisation de la force de travail dans la mesure où dans cette notion apparaissent deux éléments phares. D'abord, l'idée que la force de travail peut bien continuer à travailler. Elle n'est plus forcément à la racine de la production de survaleur, dans la mesure où le procès de production capitaliste s'est suffisamment transformé aujourd'hui pour que cette question de la valeur ne soit plus simplement liée à la proportion de travail vivant qu'elle inclut, mais concerne un ensemble de la chaîne de production. C'est-à-dire qu'au départ, dans l'analyse de Marx, finalement, même si évidemment il avait son idée sur la progression du capital, etc., le procès de production restait un procès de travail à l'intérieur d'un procès machinique, mais était un procès de travail. Or aujourd'hui, c'est un procès de production dans lequel il y a du travail, mais c'est un procès de production, de reproduction, etc. On peut plus dire que c'est un procès de travail au sens où l'on entendrait avant. Et là, il y a déjà une essentialisation, c'est-à-dire que quand on parle je vais prendre un exemple, quand on parle du phénomène des marques, ce qui fait la valeur d'un produit, c'est la marque et non pas le travail de l'ouvrier qui a produit le produit qui correspond à cette marque. Bien sûr que cette production d'ouvriers, elle existe, mais elle intervient marginalement par rapport les exemples caricaturaux à ce niveau-là, c'est les parfums, où le coût de production du parfum équivaut à peu près à 5% du prix du produit par rapport à l'ensemble des différents éléments qui composent le produit et dont la publicité représente et l'effet marque représente quasiment 80% du prix du produit. Donc par rapport à ça, c'est un exemple caricatural évidemment, comme tous les exemples des produits de luxe qui montrent de façon caricaturale les choses. Mais on pourrait prendre la même chose sur une Volkswagen produite en Allemagne, qui a pas le même nom en Tchécoslovaquie et qui a pas le même nom en Espagne. C'est pas la survaleur de l'ouvrier espagnol par rapport à celle de l'ouvrier tchèque ou l'ouvrier allemand qui va faire la différence de prix entre la Volkswagen produite en Allemagne et celle produite en Tchéquie et celle produite en Espagne. C'est bien évidemment tout autre chose que l'exploitation. C'est le système de production lui-même. Donc, c'est en cela que nous parlons d'inessentialisation et pas de fin du travail. D'autre part, il y a une essentielle et d'autre part, donc, mais je viens de l'expliquer déjà, cette inessentialisation, elle est donc par rapport à la valorisation, c'est-à-dire que il y a de
de plus en plus un processus de substitution capital-travail, c'est-à-dire que la part de travail mort est de plus en plus importante par rapport au travail vivant. Et bon, dans la théorie marxiste orthodoxe, seul le travail vivant était capable de produire de la valeur et non pas le travail mort qui ne faisait que transmettre sa valeur. Là aussi, c'était à la limite, je dis bien à la limite parce que de toute façon nous avons une critique qui remonte plus avant, mais pour cerner le problème qu'on veut simplement traiter aujourd'hui, et non pas une critique générale de la valeur du travail et du profit, si on veut rester sur la question de l'inessentialisation du travail et du travail. Parce que, disons que au temps de la révolution industrielle et après, le travail restait un élément essentiel, enfin le procès de travail était un élément essentiel, et d'ailleurs la transformation de ce procès de travail avec l'organisation scientifique du travail, Taylor, Ford, était un élément essentiel, alors qu'on mettait aussi des machines, etc. Il y avait bien un rapport travail-capital et un rapport travail-mort, travail-vivant, mais le travail vivant restait toujours essentiel. Simplement, on essayait à cette époque-là, le capital essayait simplement de, non pas limiter la puissance du travail et finalement son rôle dans la production, la productivité, essayait de limiter son autonomie, en fait, en faisant que l'ouvrier, en cassant les métiers, de façon à augmenter la productivité. Mais les salariés et la classe ouvrière étaient centrales, c'est-à-dire que c'était l'objet de toutes les attentions, alors que aujourd'hui, c'est malheureux, mais les travailleurs sont l'objet de toutes les inattentions d'une certaine façon. Bon, on s'en débarrasse. Ou alors, comme dans le Covid, si on les finance par le chômage partiel, c'est pour des raisons sociopolitiques, c'est-à-dire c'est pour éviter l'émeute, etc. Mais pas parce qu'on en a besoin. Bon, donc à un certain moment, la combinaison des facteurs de production et la combinaison travail mort, travail vivant, elle est devenue tellement défavorable au travail vivant. Le processus de substitution capital-travail à partir des années 60-70 a été tel que ça a complètement restructuré le procès de production et que finalement pour nous, il est impossible aujourd'hui de dire de cette combinaison quel est le producteur de valeur, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le travail a perdu de sa centralité dans le procès de valorisation et qu'on ne peut plus dire que la machine ne fait que transmettre sa valeur quand il y a une telle combinaison des rapports de production qui font qu'on ne peut plus distinguer ni ce qu'est le travail individuel d'un ouvrier, ni la part qu'il y a entre la machine et l'ouvrier quand, par exemple, l'ouvrier surveille un feu rouge ou un feu vert qui détermine l'arrêt ou la continuation des opérations. Donc, en fait, la théorie de Marx arrive sur le fait que la machine ne transmet que sa valeur, arrive à une absurdité au sens où on ne voit plus quelle valeur, si on reste sur cette chose-là et sur cette séparation nette entre travail mort qui ne fait que transmettre et travail vivant qui ne fait que produire la valeur, on ne comprend plus comment dans les procédés modernes, concrètement, cette valeur est créée et surtout comment elle se mesure. Et on est absolument incapable de la mesurer. C'est d'ailleurs pour ça que les économistes ont renoncé pratiquement, et ça fausse complètement les statistiques, au calcul de la productivité du travail. Tous les calculs de productivité, tous les calculs macroéconomiques aujourd'hui se font de façon approchée à un tel niveau de généralité qu'on peut tout dire. C'est-à-dire qu'on arrive à un équilibre, mais on ne sait plus à quoi correspond cet équilibre. Mais dire par exemple que telle entreprise, on pourrait dans telle entreprise calculer le taux de profit
au sens marxiste du terme, de l'entreprise, c'est impossible. Et d'ailleurs, tous les mathématiciens marxistes s'y sont cassés le nez et ont abandonné toute analyse microéconomique sur la recherche de valeur. Simplement, ils prennent les grands agrégats comme les non-marxistes, quoi, et ils regardent si finalement on arrive au niveau des grandes données à cerner les choses. Voilà, c'est un petit peu pour aller vite, les éléments de cette inessentialisation. Quand on a parlé donc évidemment, j'ai répondu un petit peu à l'idée que souvent donc les marxistes disent oui, mais il n'y a plus de classe ouvrière et de production ici, mais la production elle est ailleurs. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, ça va très vite et l'évolution est très très rapide en Chine, en Inde, etc. C'est là qu'on a quasiment les usines les plus modernes. L'histoire de l'atelier du monde, etc. Bien sûr qu'il existe encore des usines textiles en Inde et au Bangladesh où on produit comme il y a 100 ans, mais la plupart des usines qui se montent aujourd'hui en Chine et en Inde sont des usines hyper modernes qui emploient très peu de salariés, qui ont une productivité très forte. Et la Chine a tout un programme de robotisation accélérée qui va faire que l'inessentialisation de la force de travail en Chine sera encore bien supérieure à celle qu'il y a dans les pays capitalistes de premier rang, en quelque sorte, ou plus anciens. Et la masse des surnuméraires, parce que finalement, de l'inessentialisation, il n'est pas l'armée industrielle de réserve. C'est-à-dire que dans l'optique de Marx et des économistes classiques, le fait de développement du chômage était un élément dont il tenait compte, et ce chômage, par exemple, qui était souvent occasionné par des hausses de salaire avant, faisait pression sur les salaires et entraînait la baisse des salaires, etc., éventuellement le réemploi des gens, etc. Et dans leur optique, les chômeurs étaient l'armée industrielle de réserve parce que le procès de production était toujours essentiellement un procès de travail et donc il y avait toujours besoin de cette masse de travail et on ne pouvait pas parler à l'époque de surnuméraire. C'est-à-dire que c'était l'armée industrielle de réserve qui se tenait prête et on embauchait les gens parce que le droit ou l'absence de droit le permettait, au jour le jour, ils se présentaient au boulot, comme ça se fait encore dans certains pays, etc. Bon, donc ces gens-là n'étaient pas surnuméraires, c'était l'armée industrielle de réserve. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, les gens sont des surnuméraires. C'est-à-dire que, bien sûr que quand il y a des centaines de milliers de chômeurs, ceux qui sont sur place font moins pression sur les salaires parce qu'ils savent qu'ils sont concurrencés éventuellement par ceux qui sont dehors, mais la plupart de ceux qui sont dehors ne viennent pas concurrencer ceux qui sont dedans. Un ouvrier de Firestone qui va être foutu à la porte ne va pas venir menacer un technicien de l'informatique, pour prendre que cet exemple. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fabrication de ce qu'on pourrait appeler des surnuméraires absolus, dans la mesure où il n'y a pas besoin de ces gens-là. On produit en Inde et en Chine, par exemple, des centaines de milliers de docteurs. Sur ces centaines de milliers, il y en a quelques-uns
qui deviennent les plus grands responsables mondiaux et en général aux États-Unis, les plus grands responsables mondiaux de différentes entreprises qui sont à la pointe des innovations, etc. Mais la plupart de ces centaines de milliers de Chinois et d'Hindous, sans parler des quelques milliers de doctorants français ou autres, n'ont pas de travail. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de centaines de milliers de doctorants en Chine ou en Inde pour faire quoi? Pareil en France, pour en sortir des milliers et des milliers, mais pour faire quoi? Donc une situation qui est très différente de l'époque où on pensait, par exemple, que l'école servait, qu'il fallait augmenter la qualification des gens à l'école progressivement pour que cette qualification leur permette d'épouser l'évolution des métiers avec un rapport étroit donc entre éducation, formation et travail. Ce rapport est complètement coupé aujourd'hui. Plus aucun étudiant ne sait pourquoi il fait des études. Et d'ailleurs, le coronavirus accélère la désertion des études parce que dans ce temps de réflexion dépressive, ce qui saute à la figure aussi bien des lycéens que c'est pas l'angoisse pour le bac puisqu'ils savent qu'ils l'auront tous, c'est pas l'angoisse devant le fait qu'ils sont lâchés en première année de fac sans avoir de profs qui les attendent ou qui les conseillent ou qui les encadrent. C'est le fait de ne pas savoir vers quoi ça va aller, de ne pas avoir de vision, c'est-à-dire ce qui s'est rompu, c'est un petit peu l'adéquation en quelque sorte entre ce système de formation, d'éducation-formation et le système de travail. Et ça, c'est un gros point qui montre cette inessentialisation de la force de travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens, la surqualification scolaire, elle n'est pas une qualification face à des travaux qui, pour la plupart, ne correspondent pas eux-mêmes à une qualification réelle, parce que c'est la machine qui a continué depuis Taylor à capter en quelque sorte les savoirs et à les intégrer à son propre processus, rendant finalement les tâches à peu près toutes équivalentes et finalement aboutissant à des sortes de formations sur le tas qui font que c'est pas le niveau de diplôme qui va déterminer l'adéquation au travail. Oui, alors après, il y a quand même une offre qui est plus réduite et une demande qui est plus croissante au niveau des surqualifications. C'est-à-dire que c'était logique de penser, donc, c'était que l'offre de qualification serait aussi croissante que l'offre que la demande en fait de travail de la part des gens formés. Or en fait les qualifications des personnes ont augmenté très vite et en même temps le capital a détruit les qualifications pour les remplacer par des compétences dont personne ne connaît les critères,
Donc voilà, il y a eu donc une sorte de rupture dans la logique, en fait, qui avait toujours été celle du capitalisme, à partir du moment où l'éducation était devenue une éducation de masse, même si au départ cette éducation était essentiellement une éducation au niveau primaire, etc., mais où apprendre, lire, écrire, compter, etc., devait faire que les gens quittent. Parce que dans les boulots de campagne, il n'y avait pas besoin, à la limite, de savoir lire, compter, etc., tout. Mais à partir du moment où les pays se sont urbanisés, il y avait besoin de toutes ces choses-là, et donc ça faisait partie d'un continuum. Et puis après, au XXe siècle, cela s'est développé. On a donné de l'éducation aux filles. Il y a eu un bac féminin. Elles ont continué les études. Les classes d'âge ont commencé à être toutes envoyées à un niveau, quand on a parlé des 80% au bac, etc., tout bac confondu, et tout. Il y a eu tout ce mouvement-là qui, normalement, devait suivre l'évolution des 30 Glorieuses, après les 30 Glorieuses, où il devait y avoir une harmonie entre des tâches de plus en plus qualifiées et des gens de plus en plus qualifiés. Oui. Et avec un chômage minimum. Mais pour revenir à la force de travail, quand on sait comment le principe des délocalisations, on parlait de la Chine tout à l'heure, l'atelier du monde, où les marges se faisaient justement sur des bas salaires et sur le fait que en délocalisant et en faisant fonctionner la production à l'étranger par des faibles coûts d'embauche, là-bas, ils arrivaient à augmenter leur marge. Mais là, tu dis que ces pays se développent et que on utilise de plus en plus de machines et que forcément, les réductions ne vont plus se faire. Voilà, c'est pour ça que la Chine délocalise et que maintenant le Vietnam est le nouvel Eldorado. Bon, mais ça, tout le monde le sait maintenant. C'est pas à peine à la limite. La Chine a ses propres délocalisations, bon, parce que le même problème se pose. Mais c'est pas ça qui est central. Si on veut déborder un petit peu, ça, je pense, tout le monde peut le comprendre par sa propre réflexion, et puis même par rapport à ce que j'ai dit avant. Mais tout le monde, il suffit de lire les journaux, bon, pour voir qu'il y a des nouveaux tigres, des léopards, des ours. Enfin, je sais pas, mais non. Ça, c'est pas extensible à l'infini. Voilà. Mais le point le plus important de voir, c'est bon, pourquoi la force de travail continue à être importante tout en étant inessentielle. Et ça, c'est la question des prix. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, presque tous les prix sont des prix administrés ou des prix mondiaux. Des prix administrés, c'est-à-dire soit des prix administrés, c'est-à-dire des prix administrés par les États, donc des prix qui disent le prix de ceci, le prix de l'électricité, puis les prix sont des prix administrés. Les prix sont des prix de monopole ou de oligopole, c'est-à-dire des prix administrés, mais ils sont administrés par les monopoles au lieu que ça soit par l'État. Ou par les grandes entreprises. Par exemple, toutes les voitures sont vendues à 9 999 € dans la gamme machin. Les autres sont vendues à 13 499 €, etc. Donc c'est comme des prix administrés, c'est des prix de cartel où toutes les entreprises automobiles se mettent d'accord pour que la gamme machin soit à ce prix-là, la gamme machin, etc., et que les différences se fassent sur autre chose que sur le prix, en fait. Se fassent sur la qualité supposée, sur la marque, sur les options, sur la garantie de 5 ans ou la garantie d'1 an, etc., etc. Bon. Et les autres prix, c'est des prix des matières premières. Les prix des matières premières sont des prix, pour la plupart, mondiaux. Donc ces prix mondiaux sont unifiés.
Donc si on fait le compte entre les prix de monopole, les prix d'État et les prix de matières premières mondiaux, il n'y a possibilité d'agir sur aucun de ces prix-là, d'une manière directe. Donc une entreprise ne peut agir sur aucun de ces produits-là. Après, elle peut agir à la marge. C'est-à-dire que quand elle prend un sous-traitant, et que le sous-traitant va fournir un produit qu'on appelle une consommation intermédiaire, qu'elle va fournir à l'entreprise donneuse d'ordre, elle peut décider de mettre 10 sous-traitants en concurrence et de choisir celui qui a le plus bas prix. Mais bon, même si c'est une méthode qui est assez employée en France, c'est une mauvaise méthode, et dans beaucoup de pays, cette méthode n'existe pas, et la plupart des entreprises donneuses d'ordre cherchent à avoir des sous-traitants fixes sur lesquels elles puissent avoir confiance, et pour avoir confiance, il ne faut pas les mettre en concurrence, il faut les garder dans le système, ce qu'avaient très bien fait les Japonais jusqu'aux années 80 par exemple, avec le schéma de l'escargot, où en fait il y a tous les cercles autour du cercle de l'entreprise centre, et tous les cercles représentent des sous-traitants, etc. Mais tout ça reste à l'intérieur du cercle parce qu'on tient à garder les éléments du cercle, même si les conditions vont se dégrader de cercle à cercle pour les gens qui y travaillent, etc. On va pas mettre en concurrence tous les éléments sur le cercle, on va garder sur chaque cercle les mêmes éléments, et donc grosso modo au même prix, donc il n'y a pas de marge là-dessus. Donc finalement, quel est le prix qui reste le prix de la marge? Donc hormis les questions de l'effet marque et tout, ce prix-là, c'est le prix de la force de travail. Donc c'est pour ça que souvent les gens comprennent pas, en disant « Ah oui, mais si la force de travail est devenue inessentielle, on chercherait pas tant à en baisser le prix. » Si c'est le seul prix que tu peux baisser, tu le baisses. Voilà, c'est pas plus sorcier que ça. Soit on le baisse de manière absolue en baissant le salaire, en demandant aux ouvriers, aux salariés d'accepter une baisse de salaire contre des garanties d'emploi ou des choses comme ça, soit on le baisse de façon indirecte en augmentant la productivité et en remplaçant en faisant travailler moins de salariés sur les mêmes machines. C'est-à-dire on joue pas sur le niveau de salaire, on joue sur la masse des salaires. Donc on réduit la masse des salaires. Et on peut faire les deux, on peut réduire le salaire et la masse des salaires. Bon, là aussi, donc ça crée un double effet de marge. Voilà, mais ça ne veut pas dire pour ça que la force de travail est essentielle. Elle est essentielle, son niveau de revenu devient essentiel pour par exemple, pour rester compétitif. Oui, parce qu'on voit un bel exemple avec l'entreprise qui licencie, qui en même temps font des bénéfices de plus en plus importants, et on a du mal à comprendre la corrélation entre ce qui s'apparente à une baisse de productivité et en même temps des gains importants. Parce que c'est pas situé au même niveau. C'est-à-dire que les gains, par exemple, Firestone est la plus grosse boîte de pneumatiques du monde devant Michelin, mais c'est son organisation, c'est en quelque sorte c'est son niveau 1, c'est à son sommet qu'elle fait ses bénéfices. Mais entreprise par entreprise, elle a des pertes. Donc en fait, c'est des redistributions à l'intérieur d'une sorte d'empire
Et de toute façon, dans le cas de Firestone, ça montre bien que c'est pas une question de salaire et de force de travail. Les salariés n'y sont pour rien. Les salariés sont sur un type de fabrication de pneus sur lequel on peut pas tirer de marge. Parce que ça aussi, c'est la question. C'est-à-dire que plus vous êtes sur un produit sophistiqué, plus vous pouvez tirer de marge. Et relativement, plus la force de travail est inessentielle dans le processus de valorisation. C'est-à-dire que si vous faites un pneu qui vaut 200 €, le prix de la force de travail est secondaire par rapport à ce pneu. Si vous faites un pneu qui vaut 50 €, le prix de la force de travail est multiplié par le fait que le pneu 50 € ne fait que 50 € et qu'il faut bien fabriquer le pneu. Mais si ce pneu plus personne n'en veut, s'il correspond à des voitures, ou si, comme dans le cas de Firestone, c'est pas que personne n'en veut, c'est quand même pas des pneus de vélo, mais c'est que ces pneus sont utilisés que pour des voitures qui sont de moins en moins utilisées dans les pays centres. Donc la clientèle qui utilise ces pneus, c'est une clientèle qui est plutôt une clientèle des pays d'Europe de l'Est ou du Maghreb. Donc pourquoi continuer à faire usiner ces pneus en France alors que la clientèle est loin et qu'en plus les petites voitures entre guillemets qui utilisent ces pneus sont plus dans des entreprises françaises, mais dans des entreprises qui sont déjà délocalisées à l'Est, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la valeur de la force de travail. Bien sûr que dans ces pays-là, la valeur de la force de travail est inférieure. Mais par ailleurs, ils sont sur des pneus qui sont eux-mêmes inférieurs. Donc ce qui compte, c'est de savoir si le produit sur lequel vous travaillez est un produit qui est un produit moteur d'un développement comme aujourd'hui il faut fabriquer les marges sont importantes sur les moteurs de SUV, sur les pneus de SUV. Donc si vous êtes dans une usine produisant des SUV, votre salaire ne gêne pas le producteur. Oui, parce qu'il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode, il y a un effet de consommation, il sera vendu, ils feront du profit dessus, etc. Plus la chose est sophistiquée, en fait, plus le procès de production s'autonomise du procès de travail. C'est-à-dire que finalement, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça qu'on parle de la chaîne de valeur, de l'aval, de l'amont, etc. Par contre, plus vous êtes sur un produit simple, plus on retrouve le rapport traditionnel, procès de travail, procès de production. On le voit bien chez l'artisan aujourd'hui. Pourquoi l'artisan est cher? C'est parce que c'est essentiellement un procès de travail. Oui, le temps de travail. Oui. Oui, c'est la partie de travail qui est importante, alors que dans les autres dynamiques, c'est la machine et tout ce qu'il y a autour qui est important. C'est-à-dire que le travail, il a déjà été incorporé. Ouais. Il existe... Mais dans cette dynamique-là, on voit malgré tout une idéologie du travail qui est toujours aussi prégnante, qui est toujours aussi forte, et quelque part en contradiction avec un travail qui tend à décliner, donc. Oui, c'est-à-dire que ce qui a été appelé
la valeur travail dans la théorie économique, c'est-à-dire le fait que seul le travail ou ensuite la force de travail soit productive de valeur, s'accompagnait aussi du travail comme valeur, c'est-à-dire la valeur travail et le travail comme valeur. Et les deux étaient les produits de la société industrielle et des deux classes essentielles, la bourgeoisie et la classe ouvrière, qui étaient d'accord finalement sur cette idée-là. Parce que dans les sociétés d'avant, c'était pas le cas, puisque la plupart du temps, le travail n'avait pas de valeur, justement. Et les gens qui avaient de la valeur ne travaillaient pas. Donc la révolution industrielle, c'est une révolution à ce niveau-là aussi idéologique et pratique, qui change la donne. Mais justement, ce que n'ont pas compris les critiques du travail, et nous-mêmes dans les années 60-70, par exemple, on l'a mal compris quand on a fait la critique du travail, et c'était compréhensible parce que dans les mouvements de subversion des années 60-70, on pensait que cette question du travail, de l'exploitation, domination par le travail, allait d'une manière ou d'une autre. Cette contradiction entre le travail comme activité générique et le travail comme aliénation, etc., elle allait se résoudre d'une façon ou d'une autre. Elle s'est pas résolue comme se sont résolues aucune question et d'autant plus par notre défaite. Mais aujourd'hui, il est quand même quelque peu abusif comme dans le cas de l'école critique, de l'école dite critique de la valeur autodésignée, Crisis et compagnie, de garder ça sur le tapis aujourd'hui et d'en faire une sorte de découverte, alors que justement, aujourd'hui, il apparaît bien que peuvent coexister parfaitement la crise de la valeur travail et le travail comme valeur, même très abstraite dans la tête des gens, mais de façon aussi très pratique, comme on le voit avec le Covid, où la plupart des gens refusent le présentiel, où on en a marre du présentiel et demandent à toute force, et c'était moins net dans le premier confinement, mais là c'est net dans le deuxième confinement, ceux qui ne sont pas en présentiel feraient des pieds et des mains pour aller travailler. Donc le travail peut rester une valeur, ou en tout cas cette valeur elle est écornée, mais ce qui n'est pas écorné, c'est le fait que la distinction entre travail et activité est très difficile à faire, et que les gens ont besoin d'activité, et que le travail est une façon d'avoir une activité cadrée et dans laquelle on peut trouver un certain accomplissement, même s'il y a beaucoup d'emmerdements à côté, etc., de l'exploitation, de la hiérarchie, de la domination, etc. C'est tout un ensemble de choses contradictoires. Par exemple, les soignants peuvent à la fois être des missionnaires applaudis, etc., et des gens exténués, en dépression, qui quittent l'hôpital à 45 ans, etc. Les deux se mélangent, c'est-à-dire à la fois le sens d'aliénation et un peu le sens de rapport social qui pourrait être autre. Voilà. Le travail, c'est voir d'autres gens, c'est oui, c'est socialisant. C'est socialisant, c'est intégrant, et le salariat reste en plus, même s'il se développe, l'auto-entrepreneuriat, etc. Le salariat reste un facteur structurant aussi, de par le fait que il dirige
enfin, il conditionne, et surtout en France, il conditionne tout le rapport à l'État-providence. C'est-à-dire que la forme de l'État-providence en France fait que si vous travaillez pas, vous avez rien. Si vous ne travaillez pas ou que vous n'êtes pas chômeur, vous avez droit à rien. Bon, même s'il y a la CMU, etc. Alors que dans d'autres pays, par exemple dans les pays scandinaves, vous pouvez pas travailler et avoir droit à beaucoup de choses parce que ça passe par les impôts et non pas par les cotisations, le système de cotisation, prestations. Donc il y a un système assurantiel plus proche de la charité, alors qu'en France il y a un système très dur, très profitable, mais très dur. Si vous êtes dedans, vous êtes bien dedans. C'est pour ça que beaucoup de pays nous envient, enfin beaucoup de gens dans différents pays nous envient et demandent toujours pourquoi les Français se rebellent, etc. Mais si vous êtes dehors, vous êtes dehors. Bon. Donc ça aussi c'est quelque chose qui fait que le travail est essentiel comme valeur, puisque par exemple en France ça se retrouve à des niveaux on pourrait discuter au niveau théorique, mais ça a tellement été déjà dit et redit, c'est mieux de donner des exemples. Mais par exemple en France, les patrons ne veulent pas embaucher des hommes qui sont à ce niveau-là victimes de la discrimination dont ne sont pas victimes les femmes, ne veulent pas embaucher des hommes qui veulent des temps partiels. Parce qu'un homme qualifié qui demande un temps partiel, c'est forcément quelque part un feignant, un fumiste, etc. Et de la même façon, un homme en France, salarié, ne veut pas prendre un temps partiel parce que c'est pas sérieux. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Alors qu'on concevra très bien... Bon, ça, aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves, et tout le monde est à temps partiel. Les postes à temps complet sont plutôt... enfin, pas minoritaires... Enfin, il faudrait vérifier les derniers chiffres, mais sont presque minoritaires. Alors les temps partiels, ça veut pas dire forcément des mi-temps, mais ça peut être des 2 tiers de temps, des choses comme ça, et tout. Et ça, c'est peut-être pas à cause de la tertiarisation des métiers qui permet ça aussi. Oui, la tertiarisation des métiers permet beaucoup plus, mais enfin, les ingénieurs se mettent dans les pays scandinaves ou autres, se mettent pas forcément sur des boulots de toute façon, les patrons intelligents, il y a qu'à voir avec le télétravail. Qu'est-ce qu'un ingénieur en temps partiel ? Un patron intelligent, un travailleur en temps partiel, c'est tout bénef puisqu'il le paye moins. Mais qui dit qu'il travaillera moins ? Rien. Oui. Et on le voit bien avec le télétravail. Oui. Aujourd'hui, le cadre qui est en télétravail et qui est à temps partiel, c'est un couillon. Parce que s'il était à temps complet, il ferait la même chose et donc... Oui, alors effectivement. Après, les choses sont en train de bouger avec la crise sanitaire. Il y a un effet sur le salariat, puisque on parle de plus en plus du revenu universel qui a tendance à revenir. Pas tellement. Moi, je trouve pas qu'on en parle tellement, mais en tout cas, le revenu universel, le revenu universel, c'est le débouché logique de la reconnaissance de l'inessentialisation de la force de travail. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance de deux choses. C'est la reconnaissance forcée de l'inessentialisation de la force de travail et du fait qu'il n'y a plus besoin d'armée industrielle de réserve. Sinon, on parlerait pas, les gens qui ont du pouvoir ne parleraient pas de revenu universel s'il y avait besoin d'une armée industrielle de réserve.
C'est uniquement parce qu'il y en a plus besoin qu'ils peuvent parler de revenu universel. Bon, ça c'est le premier truc, c'est-à-dire que eux-mêmes reconnaissent que finalement il y a et puis la deuxième chose, c'est que la société n'étant pas la société capitalisée n'étant pas la société du 19e siècle telle que Marx et autres la concevaient, il n'est pas question finalement de laisser s'écrouler c'est ce qu'on appelle en termes économiques de laisser s'écrouler la demande. C'est-à-dire que la dynamique n'est pas la même. La dynamique du capital au XIXe siècle, c'était une dynamique de production. On pourrait dire que la dynamique aujourd'hui, c'est une dynamique de consommation. Mais bien sûr, pour consommer, il faut produire. Mais c'est une dynamique de consommation. Donc en fait, le revenu n'est pas qu'un coût. Le revenu, Keynes l'avait déjà dit, le revenu, c'est une dépense. Donc en fait, il faut créer de la dépense pour que le système tourne, en quelque sorte. Et donc, il faut créer du revenu, puisque la société capitalisée, elle n'est plus comme la société agricole, une société qui pouvait vivre dans l'autosuffisance et dans l'absence, ou la presque absence de revenus. Non, il faut que nous, constamment, on produise du revenu. Et à partir du moment où la société n'est pas capable d'en produire naturellement, elle le produit de façon artificielle. Le chômage technique là, en période de coronavirus, c'est une création de revenus artificiels. Oui, mais qui ouvre la voie à un revenu universel possible dans la durée. Oui, sauf que c'est toujours pareil. Ce revenu universel est tenté comme expérience dans certaines petites villes ou autres, bon, à des échelons locaux, mais ce revenu universel rentre en contradiction avec les bases même du travail. C'est-à-dire que ce revenu universel ne peut être que très bas, sinon on va se retrouver avec des problèmes comme avec le RSA. Quel intérêt de travailler? Bon, donc ça demande, le revenu universel, il faudrait que la société capitalisée soit suffisamment transformée de l'intérieur et réformée en quelque sorte, pour que tout à coup, toutes les activités qui sont considérées comme des activités de non-travail, c'est-à-dire toutes les activités bénévoles, tous les gens des associations, tous les sortes d'entraîneurs sportifs ou culturels, tous ces gens-là, on leur dise, vous ne touchez pas le revenu universel, mais votre activité devient une activité supplémentaire au-dessus du revenu universel. Vous n'êtes pas des salariés normaux, à la limite, mais vous êtes vous avez une activité qui n'était pas rémunérée et que les mairies, les associations vont pouvoir rémunérer au-dessus du revenu universel. C'est-à-dire que le revenu universel, mais ça, bon, on s'en fout un peu, mais enfin dans le cadre de ce qu'on théorise, mais le revenu universel, ça serait comme un RSA, mais un RSA pour les ingénieurs, les ministres, etc. Tout le monde toucherait le RSA, et c'est ton activité supplémentaire qui déterminerait ce qui serait au-dessus du RSA. Mais y compris cette activité complémentaire qui n'était pas considérée comme une activité salariée avant. Mais bon, ça nous éloigne.
C'est-à-dire que ça serait plus la force de travail qui serait prise en compte en ce moment-là, ça serait la capacité de travail. On en viendrait à une notion dont Marx parlait, où il différenciait capacité de travail et force de travail. C'est-à-dire où, en fait, l'activité des gens serait l'exercice de leur capacité de travail et non pas la vente de leur force de travail. Mais le revenu universel ne me semble pas forcément la base de ça, mais bon, c'est un autre problème. Mais... Oui, alors, pour revenir au travail vivant, avec le phénomène Uber aujourd'hui, ce phénomène est-il le résultat de l'inessentialisation révélée par l'absence d'emploi qui pousse les gens à adhérer à ces nouveaux emplois d'entrepreneurs précaires? Ou fait-il partie des nouveaux enjeux de la domination du capital dans la reproduction des rapports sociaux avec le développement de nouvelles formes compétitives dans le tertiaire? Disons que c'est pas incompatible, les deux sont pas incompatibles. C'est sûr que l'ubérisation des travaux et la baisse relative des pourcentages de salariés qui pourraient occasionner le développement de ces travaux-là montrent que justement il y a le salariat n'arrive plus à... Il y a eu un mouvement historique du salariat qui a amené quasiment les populations actives à être salariées à 85%. Et ce mouvement est un petit peu bloqué aujourd'hui justement par cette surnumérisation. Donc l'ubérisation crée alors il se recrée des situations qui sont à la fois postmodernes et prémodernes. C'est-à-dire que les petits boulots que font les précaires d'aujourd'hui, ils les faisaient avant l'industrialisation. C'est-à-dire qu'il y avait plein... Et dans les pays du tiers-monde, tout le monde... Enfin, les anciens pays qu'on appelle les pays du tiers-monde, tout le monde fait de l'ubérisation à sa façon. C'est ce qu'on appelle l'économie informelle. En fait, tout ça est très pré-capitaliste plutôt que capitaliste. Mais le problème, c'est que, comme c'est essentiellement dans les secteurs de services, qui étaient les secteurs qui ont été capitalisés les plus tardivement, ces secteurs sont les moins productifs, en quelque sorte. Bon, donc ils ont une productivité faible. Donc dans la mesure où l'ubérisation a tendance à participer à l'augmentation de la productivité des services, le capital a tout intérêt à les laisser se développer parce que, ça accroît la fluidité générale, c'est-à-dire que ça crée des tampons entre les différents secteurs, ça multiplie les procédures de livraison, il y a une fluidité beaucoup plus grande. Ça se met dans les interstices de la société et ça la débureaucratise en quelque sorte. Et puis ça fait aller les choses plus vite. Les livreurs de pizza, les faiseurs et livreurs de pizza font plus vite que les pizzerias. Donc, dans cette mesure, les pizzapelles sont plus capitalistes et plus capitalistiques que les pizzerias. Donc, c'est à la fois le développement, l'ubérisation et comme ça, c'est à la fois un truc
plutôt précapitaliste de vivre dans les pores du système, et puis post-capitaliste au sens où enfin pas post-capitaliste mais moderne, post-moderne, disons, au sens où ça ça va aller dans le sens de supprimer les barrières. Et ça fluidifie. Et ça fluidifie, C'est ça. y compris les barrières du droit. Ah. Mais après, le devenir de cette ubérisation est pas forcément clair, puisqu'on le voit dans certains pays, il y a une reconnaissance. Alors c'est très contradictoire. En Californie, ils viennent de voter contre, je crois, la salarisation des Uber, mais dans d'autres pays. Et en France, on est plutôt pour qu'ils soient considérés comme des salariés, etc. Donc c'est des choses qui sont pas fixées. C'est pour ça qu'on peut pas dire qu'il y aurait, nous on dit toujours, il n'y a pas de plan du capital, il y a pas un grand Manitou qui dit Uber c'est super bien et tout le monde va être Uber, alors que c'est la tendance gauchiste ou très gauche habituelle, qui est toujours de prendre une tendance comme un parachèvement. C'est-à-dire que, par exemple, tout le monde aujourd'hui, quand on entend des gens de gauche et d'extrême gauche, etc., on a l'impression que tout le monde est précaire, alors qu'il y a 85% de non précaires en France, si on suit les statistiques. Bon. Et que les précaires sont, ça je l'ai dit plusieurs fois, les précaires sont importants dans les flux et pas dans les stocks. Les flux étant les entrants sur le marché du travail, les stocks étant les gens au travail. Donc l'ubérisation, la précarisation touche les entrants, que ça soit des nouveaux entrants premier boulot ou des nouveaux entrants qui font que sortir ou rentrer. Bon. Mais au niveau des stocks, il y a très peu de précaires dans les stocks. Après, suivant les pays, il peut y avoir des différences statistiques importantes parce que il y a des pays où l'idée d'emploi stable est beaucoup plus importante que dans d'autres. Oui, donc on peut dire finalement aujourd'hui que tout est productif puisqu'il n'y a plus de distinction entre ce qui était à l'origine productif de ce qui était improductif. Oui, c'est leur théorie communiste qui disait il y a très déjà assez longtemps, tout travail est productif pour le capital aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils vont pas jusqu'au bout du truc puisqu'ils sont encore sur leur travail, mais si on dit tout travail est productif pour le capital, c'est qu'il y a un problème au niveau de la théorie de leur travail. Parce que justement, elle est basée sur la différence entre travail productif et travail improductif. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bon, eh bien, merci Jacques pour ces éclaircissements. Et puis à une prochaine pour d'autres thématiques. Sur d'autres thèmes éventuellement, et même sur une présentation plus de la revue en général, qui pourrait être envisagée, chose un peu plus courte sur l'historique de la revue et la façon dont elle s'est constituée, et les thèmes qui étaient les thèmes d'origine et leur devenir un peu au fur et à mesure des 30 ans